Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 19 juin. La vague En Marche emporte tout sur son passage. Les 9 candidats en lice dans le département se sont tous imposés. Seul survivant des députés sortants socialistes, François Pupponi. Les Républicains, eux, n'en ont plus aucun. Retour sur le verdict de ce second tour dans un instant. Un seul député socialiste donc, contre 5 en 2012. Après cette débâcle historique, le Parti socialiste veut se tourner vers l'avenir. Pour Rachid Temal, le premier fédéral du PS 95, le parti doit être refondé. Vous l'entendrez dans ce journal. Sur 308 élus En Marche, 279 n'ont jamais eu de mandat politique auparavant. Parmi ces novices, Fiona Lazard, qui est parvenue à renverser le député sortant socialiste Philippe Doucet. Comment appréhende-t-elle ses nouvelles fonctions? Nous lui avons posé la question. On revient d'abord sur ce second tour des élections législatives qui n'a donc pas livré de surprise. La République En Marche a confirmé sa percée dans le Val d'Oise. Les 9 candidats arrivés en tête dimanche dernier l'ont tous emporté. Pour la gauche et la droite, la défaite est sévère. Bilan, un seul député sortant socialiste et plus du tout de députés républicains valdoisiens. Un scrutin également marqué par une abstention encore plus forte qu'au premier tour. Les détails dans ce sujet réalisé avec Alexandre Porcu. Les candidats attendaient un sursaut, il n'a pas eu lieu. Déjà historique lors du premier tour, l'abstention a atteint un nouveau triste record lors de ce second tour. Avec 62,96% d'abstention, ce sont près de 6 électeurs sur 10 qui ne se sont pas rendus aux urnes dans le Val d'Oise. Près de 7 points de plus qu'au premier tour. Et comme dimanche dernier, le département fait figure de mauvais élèves. L'écart avec la moyenne nationale s'élève à près de 6 points. Du côté des résultats, en revanche, pas de surprise, les 9 candidats de la République En Marche, arrivés en tête au premier tour, ont tous transformé l'essai. Ils décrochent ainsi leur premier ticket pour l'Assemblée nationale. Le seul qui résiste à la vague En Marche, le député maire sortant socialiste François Pupponi sur la 8e. Le seul à ne pas avoir de candidat de la République En Marche face à lui. Le maire de Sarcelles l'emporte donc face à Samy Debat. Symbole de la débâcle socialiste, le Val d'Oise n'a désormais plus qu'un député socialiste contre 5 auparavant. En ballotage défavorable, Philippe Doucet, en lice sur la 5e, n'a pas réussi à renverser la situation. Le député sortant qui comptait sur la mobilisation des abstentionnistes du premier tour se retrouve loin derrière Fiona Lazard, jeune cadre de 31 ans qui débute sa carrière politique. Pour les Républicains aussi, la défaite est cuisante. Le parti ne compte plus de députés valdoisiens alors qu'ils étaient 4 jusqu'à présent. Les 7 candidats qualifiés pour le deuxième tour ont tous été vaincus, à commencer par le patron des Républicains dans le département, Axel Poniatowski. Le candidat d'Emmanuel Macron, Guillaume Vuilletet, l'emporte sur le député maire sortant de l'Isle-Adam d'une courte tête avec 547 voix d'écart entre les deux candidats. Autre ténor de la droite à faire les frais de la vague En Marche, Jérôme Chartier sur la 7e circonscription. Député depuis 15 ans, il se fait détrôner par Dominique Da Silva. Sur la 6e circonscription, Lux Trejano, maire de Soisy sous Montmorency et vice-président du conseil départemental, est battu largement par Nathalie Elimas, candidate MoDem investie par la République En Marche. Sur la 4e, Claude Baudin n'a rien pu faire face à son adversaire Naïma Moutchou. Déjà loin devant au premier tour, la candidate l'emporte largement face à l'ancien député républicain. Même finalité sur la 3e circonscription qui offrait un duel 100% féminin. Comme la semaine dernière, Cécile Riac a pris nettement l'avantage sur la candidate Les Républicains Nicole Lanaspre. Sur la 9e circonscription, le duel de trentenaires entre Zivka Park et Anthony Arciero a été serré. Il a finalement tourné à l'avantage de la jeune candidate d'En Marche, notamment grâce à sa victoire à Goussainville. Sur la 10e circonscription, après l'élimination du député sortant socialiste Dominique Lefebvre dès le premier tour, Aurélien Taché s'impose largement face à la candidate de la France insoumise Katia Nouin, le Danois. Victoire également de la République En Marche sur la première circonscription. Isabelle Muller-Coix l'emporte sur le républicain Antoine Savignat, mais la menace de recours plane désormais sur son élection. En cause, la supposée inéligibilité de son suppléant qui pourrait se solder par une invalidation de son élection. François Pupponi est donc le seul rescapé des députés sortants, le seul député socialiste à représenter le Val d'Oise à l'Assemblée nationale. Le maire de Sarcelles se revendique de l'opposition, mais veut être dans une opposition constructive. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Théo Cavrois.
Je serai un député socialiste et je serai un député qui à la fois sera dans l'opposition, puisque je ne fais pas partie de cette majorité, mais tout à fait compatible avec cette majorité. Je n'aurai pas de problème à voter tous les textes qui vont dans le bon sens. Donc je ne serai pas dans une opposition bête et méchante, comme on l'a peut-être trop connu dans le passé, ce qui n'a jamais été mon cas d'ailleurs. Et si les textes me conviennent, je les vote, et si les textes ne me conviennent pas, je ne les vote pas. Alors pour le Parti socialiste, c'est donc un revers historique, plus qu'un seul député dans le Val d'Oise contre 5 élus en 2012. Pour le premier fédéral du Parti socialiste dans le département, Rachid Temal, l'heure est au bilan. Je vous propose de l'écouter les 7 fois au micro d'Adèle Latour. Le Parti socialiste va devoir, dans ce département, mais comme partout en France, à la fois regarder les raisons de ce résultat et en même temps refonder la famille socialiste, parce que c'est là-dessus qu'il faut maintenant travailler, refonder. Le Parti socialiste ne se limite pas à ses seuls parlementaires, mais ils sont très importants. Et nous comptons effectivement sur François Pupponi pour défendre le Val d'Oise, pour défendre les territoires du Val d'Oise. Et nous savons qu'il le fera, il l'a fait, il le fera encore. Et nous devons collectivement maintenant refonder la famille socialiste. Dans la 5e circonscription, c'est une jeune cadre de 31 ans investie par La République En Marche, novice en politique, qui a détrôné le ténor du Parti socialiste Philippe Doucet. Elle fait partie des 279 députés En Marche fraîchement élus à n'avoir jamais exercé de mandat politique auparavant. La jeune députée doit prendre ses fonctions cette semaine. Comment appréhende-t-elle ces nouvelles fonctions? Adèle Latour lui a posé la question. De l'appréhension, non. Je pense que j'étais préparée à cette éventualité. C'est pour ça que je me suis engagée et que j'ai mené campagne pendant un mois. La première chose, c'est que je vais être une députée à plein temps, parce que je pense qu'être députée, c'est un engagement qui est fort. Le député doit être le lien entre le territoire et Paris, et la capitale. Donc je pense que c'est un engagement qui doit être vraiment à temps plein. C'est la raison pour laquelle je vais démissionner de mon emploi dès ce jour. Et puis je veux également être une députée exemplaire, une députée transparente et une députée qui va rendre des comptes. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. 9 députés de La République En Marche, un socialiste et aucun député républicain valdoisien. Voilà le verdict du second tour des élections législatives. Seul survivant des députés sortants, François Pupponi sur la 8e circonscription. Ce deuxième tour qui a été marqué par une abstention record encore plus importante qu'au premier tour. Près de 6 valdoisiens sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'information continue sur vnews.fr. À suivre tout de suite la partie magazine du journal. À demain. Luxe, calme et volupté, bienvenue sur le lac d'Enghien. Situé dans le Val d'Oise, ce petit joyau de la nature n'a pas toujours eu cet aspect magique. Jusqu'au début du 19e siècle, le lac n'est qu'un vaste marécage rempli de roseaux et de canards. Il s'appelle alors l'étang de Montmorency et couvre une superficie de plus de 80 hectares, soit 2 fois plus que l'actuel lac. En 1766, on découvre une eau riche en soufre au déversoir du lac. Le thermalisme à Enghien vient de naître et son essor rapide va transformer l'étang. Dès 1820, on réduit sa superficie et on aménage ses berges. Les joncs et les nénuphars disparaissent pour laisser la place à de somptueuses résidences occupées par la riche bourgeoisie parisienne et les célébrités de l'époque. 30 ans plus tard, l'étang de Montmorency devient le lac d'Enghien, du nom de la ville qui vient de naître officiellement. C'est un décret du 7 août 1850 qui a créé la commune d'Enghien en prenant des morceaux du territoire de Soisy, de Saint-Gratien, d'Épinay et de Deuil-la-Barre. Et tout ça, ça a fait la commune d'Enghien-les-Bains qui est née le 7 août 1850. Avec l'arrivée du train en 1846, la station thermale accélère son développement touristique. L'ancien étang devient un élément de promotion de la ville aussi important que les thermes ou le casino. La jetée se transforme en esplanade et la surface du lac se remplit d'embarcations diverses. On y fait du pédalo, de la barque, de l'aviron et de la voile. C'est ici que va naître la plus ancienne association sportive de la ville, la Société nautique d'Enghien. Elle se trouve sur l'île des Cygnes, l'une des 2 îles du lac. Cette association a été créée en 1885 par l'ensemble des riverains, un grand nombre de riverains du lac qui, à force de faire des ronds dans l'eau, se sont dit bon, faudra peut-être qu'on fasse un peu de compétition entre nous. Donc ils se sont réunis et ont créé la Société nautique d'Enghien, qui était une association de propriétaires à l'époque et non pas comme c'est maintenant société commerciale. Malgré son apparence paisible, le lac ne sera jamais un lieu de baignade.
Rempli de vases sur son fond et pas assez profond avec seulement un peu plus d'1 mètre par endroit, la natation y est interdite. Pour y pallier, on construira dans les années 50 une piscine découverte juste devant le casino. Mais le lac reste avant tout un lieu d'entraînement idéal pour l'aviron et la voile. On y apprend surtout à maîtriser le vent sur un plan d'eau de près d'1 kilomètre de long et 500 mètres de large. Un bateau à voile, ça marche avec le vent. Et quand on est sur un lac comme celui-ci, on a quand même eu quelques champions du monde. Ça veut dire qu'on apprend vraiment le vent à Enghien. Le vent, c'est un vent tournant, un vent intérieur, qui est un vent souvent épouvantable. C'est sûr qu'on n'apprend pas les vagues, mais au moins, quand on part en mer, on sait d'où vient le vent et on sait comment il fonctionne. Aujourd'hui encore, le lac reste la vitrine d'Enghien-les-Bains. Concerts, feux d'artifice, manifestations nautiques et sportives, il est au centre des activités de la ville. Un drôle de destin pour un marécage devenu un havre de paix et de dépaysement à seulement 12 km de la capitale. C'est une invention digne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Still Human basée à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Still Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0, Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces 2 grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut, il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et pouvoir alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, elles sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individus à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une 50aine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017.